Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir à Turing 22. Si c'est votre premier passage ici, écoutez, d'autant plus alors la bienvenue. N'hésitez pas, peut-être après la conférence, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire un petit tour pour découvrir les locaux. Vous trouverez facilement quelqu'un pour vous faire visiter avec plaisir ou en découverte libre. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble on va parler de blockchain. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend beaucoup, qu'on retrouve souvent dans l'actualité, mais finalement, il y a rarement beaucoup d'explications sur ce que c'est. On l'associe parfois de manière systématique au Bitcoin. Le terme, tout le monde l'a entendu, mais ce n'est pas forcément un sujet très clair. Donc, je vais avoir à cœur dans l'heure qui vient d'essayer de vous faire partager ce qui, pour moi, au-delà d'un métier, est une passion. En ce qui me concerne, donc, je suis Tristan Colombet, je suis donc le fondateur et dirigeant de Turing 22, mais également du coup de Dom Rider, qui du coup donc est une société clermontoise créée il y a maintenant donc quelques années, en 2013, et qui est spécialisée justement dans le développement sur cette fameuse technologie blockchain. On a un historique dans notamment la vente aux enchères de noms de domaines expirés, et c'est ce savoir-faire sur les ventes aux enchères qu'on a commencé en 2017 à porter sur du coup la technologie blockchain. Je vous en parlerai en tant qu'exemple tout à l'heure. On est aujourd'hui 45 personnes dans la société et on est du coup installé depuis peu à Turing 22. Alors avant de parler peut-être des cas concrets, je suis obligé de vous faire un tout petit passage court, je vous rassure, sur les fondamentaux de la technologie blockchain en elle-même. Pour comprendre ce que c'est, et du coup de pouvoir plus facilement illustrer par la suite les particularités liées à cette technologie. Alors fondamentalement, on a entendu beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est ni plus ni moins qu'une base de données. Une blockchain, c'est donc un stockage d'informations qui, au lieu d'être centralisé, comme dans une base de données traditionnelle à gauche, est complètement découpé entre un nombre pas forcément limité de nœuds, c'est-à-dire des serveurs qui vont stocker une copie de l'information. Concrètement, quand du coup vous souhaitez faire une transaction sur la blockchain, on va commencer en haut à gauche, eh bien la première chose, c'est que du coup votre demande de transaction va être disséminée entre tous les nœuds, tous les ordinateurs qui composent le réseau et qui vont du coup se partager cette information. Ensuite, tous ces nœuds vont se mettre d'accord ensemble pour authentifier votre requête, c'est-à-dire s'assurer qu'elle est légitime, que vous êtes bien l'auteur de cette demande de transaction et qu'elle est valide sur le réseau. Vous avez dit par exemple que vous voulez envoyer 100 bitcoins à telle personne, le réseau va s'assurer que vous avez bien 100 bitcoins sur votre compte. Et lorsque le réseau s'est mis d'accord, eh bien du coup, la transaction va être agrégée dans ce qu'on appelle un bloc, d'où le nom blockchain, avant d'être partagée à l'ensemble du réseau et s'inscrire définitivement dans le système. Alors volontairement, je simplifie beaucoup mon explication parce que je pense que l'enjeu n'est pas forcément technique aujourd'hui, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ça. C'est un système partagé entre potentiellement des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, d'une information qu'on va pouvoir retrouver après absolument partout. On va surtout voir maintenant, ok, c'est quoi concrètement les avantages de cette technologie par rapport à ce qui existe déjà, par rapport en particulier aux bases de données traditionnelles. Il y en a trois en particulier. La première chose, c'est que c'est quelque chose de transparent. C'est-à-dire qu'une information qui est partagée dans une blockchain a pour vocation, dans l'immense majorité des cas, d'être accessible par tous. Ça signifie que tout ordinateur, tout nœud qui est relié au réseau, et dans le cas des blockchains publiques, ça peut être n'importe qui, a accès à l'information, à la totalité des transactions qui ont eu lieu. N'importe qui peut remonter dans le temps et voir exactement ce qui s'est passé, quelles ont été les transactions qui ont été faites. Deuxième aspect très important, c'est le fait que le système ne repose pas sur la confiance que vous pouvez avoir envers un tiers. Et ça, c'est vraiment nouveau, ça c'est vraiment fondamental. Dans l'industrie, jusque-là, où pour tout stockage d'informations, vous étiez obligé de faire confiance à quelqu'un. Vous étiez obligé de faire confiance soit à celui qui stockait les données pour vous. Vous faites un achat chez Amazon, vous devez faire confiance à Amazon pour s'assurer que les données vont être bien stockées.
vous avez de l'argent dans votre banque actuellement, vous faites confiance à votre banque sur le fait qu'ils tiennent bien à jour correctement le montant que vous avez sur votre compte et vos transactions. Alors que dans le cas de la blockchain, vous n'avez plus besoin de faire confiance à qui que ce soit, parce que le système, il fonctionne sans aucun organe de contrôle central. Une blockchain, et c'est ça le point le plus important, elle n'a pas de point central. Tous les nœuds qui la composent, tous les ordinateurs qui participent à la validation des transactions, ont tous quelque part le même pouvoir, le même rôle, et aucun d'entre eux ne peut ni arrêter ni modifier ce qui est sur une blockchain. C'est le troisième point, et c'est celui aujourd'hui qui finalement correspond le plus à l'attente, c'est le fait qu'une information, une fois qu'elle est dans une blockchain, à peu de choses près, on peut considérer que c'est immuable. Que l'information, une fois qu'elle est inscrite, impossible de revenir dessus, impossible de la falsifier, impossible de l'effacer. Le système fonctionne et est protégé par un système cryptographique et il n'y a pas de doublon possible. Autre avantage de ce côté complètement décentralisé, c'est qu'en fait, ça ne peut pas ni être arrêté par qui que ce soit, ni modéré ou filtré. Et c'est ça justement qui a d'ailleurs fait son succès dès le départ, c'est le fait que notamment aucun État ne peut arrêter une blockchain. Tant qu'il existe au moins un ordinateur qui quelque part dans le monde a une copie des données, l'information continue d'exister. Donc ça voudrait dire que demain, dans le fameux exemple du Bitcoin, pour que le Bitcoin disparaisse, il faudrait plus ou moins que 100% des ordinateurs qui actuellement minent, font fonctionner le réseau Bitcoin, s'arrêtent et suppriment l'information. Donc autant dire que c'est très difficile à imaginer. Et cette résilience, c'est un des éléments absolument essentiels. Cette technologie, elle a quand même quelques limites, qui aujourd'hui, en tout cas, ont été clairement identifiées. Tout d'abord, une limite sur la vitesse et la capacité. Aujourd'hui, les premiers réseaux, ceux qui existent, sont encore assez lents. Exemple, Bitcoin ou Ethereum, les deux principaux réseaux, on va en parler après, ils sont capables de valider de l'ordre de 7 à 15 transactions par seconde. À titre d'exemple, Visa, le réseau Visa donc de carte bleue, c'est 56 000 par seconde. Donc on est encore très loin de pouvoir égaler des systèmes comme ceux-ci. En plus, il faut également stocker une très grande quantité d'informations parce que, comme on l'a dit, chaque nœud doit stocker toutes les informations, donc ça représente vite des quantités de données monstrueuses qui sont dupliquées sur beaucoup de serveurs partout dans le monde. Autre limite, c'est le contre-coup de la transparence dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il est très difficile de garder privé des informations dans une blockchain à l'heure actuelle. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas forcément y stocker dessus, par exemple, des données personnelles ou des informations qui n'ont pas vocation à être partagées. Ensuite, et ça on en entend souvent parler, la problématique de la consommation de courant. Aujourd'hui, pour faire fonctionner le réseau, vous avez du coup des milliers d'ordinateurs dans le monde qui en réalité font des calculs sans arrêt, cherchent à résoudre un puzzle mathématique dans le but de valider justement des blocs et de faire avancer le système. Une des conséquences de ce petit jeu, c'est que c'est extrêmement énergivore et que c'est finalement quelque part des calculs en pure perte qui aujourd'hui ne contribuent pas au traitement pur de l'information, qui ne sont finalement qu'un des éléments de fonctionnement. À titre d'exemple, aujourd'hui, on considère que la consommation de tous les serveurs dans le monde qui s'occupent de calculer le Bitcoin, c'est l'équivalent de la consommation électrique de l'Irlande, 4 centrales nucléaires. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Enfin, aujourd'hui, on est encore sur une technologie qui est encore très récente, qui n'est pas encore mature. Et il y a déjà eu par le passé plusieurs cas de piratage important ou de détournement des systèmes qui ont eu des conséquences financières importantes. Et enfin, il y a beaucoup de questions encore sur la façon dont on va pouvoir faire évoluer le code dans le temps, quels vont être les mécanismes de gouvernance dans des systèmes qui sont décentralisés, dans lesquels justement il n'y a pas de point central. Voilà, j'ai fait le tour des éléments fondamentaux. Je vous rassure sur notamment cette partie limitation qu'on vient de voir. J'ai essayé de faire un état des lieux de ce que c'est aujourd'hui, mais il faut savoir que sur chacun de ces aspects, il y a énormément de travaux qui sont en cours dans le monde par différentes équipes pour résoudre chacun de ces points et faire en sorte que les technologies blockchain elles aillent beaucoup plus vite, qu'on puisse mettre bien plus d'informations dedans, qu'on puisse y stocker des informations privées, que ça consomme beaucoup moins, etc., etc., et de fiabiliser le système. Alors, juste aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore forcément en tête quelle est l'adoption réelle de ces technologies. Et en fait, on en entend parler, on entend beaucoup parler, on ne voit pas encore d'applications très concrètes, mais dans la réalité, c'est en train de développer très très dur. Et ça se fait à un niveau mondial. C'est une des premières fois qu'on a une technologie
qui est simultanément dans le monde avance aussi vite. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a Gartner qui évalue qu'en 2025, juste le marché correspondant au développement autour de la blockchain va atteindre les 20 milliards de dollars. Ça donne juste une petite idée de ce qui nous attend. Alors, cette partie étant finie, on va pouvoir attaquer des choses un petit peu plus savoureuses, c'est concrètement des cas d'utilisation. Ok, concrètement, on en fait quoi de cette technologie blockchain? La première, vous l'avez deviné, et c'est effectivement celle dont on entend le plus parler, c'est les fameuses crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, alors la plus célèbre, c'est le Bitcoin, mais en réalité, il en existe énormément d'autres. Vous en avez plus de 1600 actuellement en circulation. Les crypto-monnaies, c'est une solution qui permet tout simplement de transférer de la valeur partout dans le monde sans aucun intermédiaire. Vous pouvez envoyer quelque chose qui a une valeur sans passer par une banque, sans passer par quoi que ce soit. Et ça, c'est un élément qui a été à l'origine effectivement fort du succès. Juste pour se donner un petit ordre d'idée, parce qu'on est sur une technologie qui est très récente, l'introduction du Bitcoin, on la doit à un développeur ou un collectif de développeurs, en réalité on ne sait pas, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ça serait né, le Bitcoin serait né lors de la crise économique de 2008, avec notamment une volonté pratiquement anarchiste de se détacher des banques pour faire fonctionner le système monétaire mondial. Mais finalement, au-delà de l'invention de la technologie, la première transaction connue du Bitcoin qui aurait servi à faire un achat d'un bien de consommation, eh bien, ça daterait de mai 2010, où on aurait un développeur de Floride, qui aurait acheté une part de pizza pour 10 000 bitcoins. L'histoire est véridique. Alors 10 000 bitcoins, juste pour se rendre compte, même au cours actuel, ça vaut 50 millions de dollars. Donc c'est sans doute la part de pizza la plus chère du monde. Mais ensuite, les choses se sont accélérées très très vite, puisque du coup, en 2013, la capitalisation des bitcoins en circulation dépassait le milliard de dollars. En 2015, on avait le lancement d'une technologie, d'un autre réseau, notamment Ethereum, qui va permettre des applications décentralisées. On va en parler juste après. 2016, ça a été la révélation pour les investisseurs, où du coup 40 investisseurs majeurs dans le monde se sont mis à investir dans des startups blockchain. Donc ça a été la reconnaissance de la technologie. Et en janvier 2018, eh bien, on a atteint un pic en termes de valeur sur les crypto-monnaies, avec un record qui a dépassé les 818 milliards de dollars en termes de capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Alors, ça a énormément baissé après, et ça, vous en avez forcément entendu parler, ça a été cette fameuse bulle. Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, depuis à plusieurs reprises déjà dans l'histoire, ont connu des phénomènes de bulle, c'est-à-dire où vraiment beaucoup de gens se sont mis à en acheter, sans forcément d'ailleurs comprendre exactement ce qu'ils achetaient ni comment ça marchait, dans une pure optique de spéculation. Et parce que, comme on le disait, ça ne passe par aucun gouvernement, du coup, ça n'est pas régulé. Donc vous avez affaire à presque un système qui fonctionne comme la bourse, mais en imaginant que vous n'avez aucune des protections que tous les États ont mis en place dans le monde pour leur vraie bourse. Donc vous avez un marché qui est à la merci complètement des spéculateurs, des manipulateurs et de toutes les techniques qui peuvent exister pour tâcher d'influencer un cours de bourse. Au final, ça a quand même eu pour effet de faire couler beaucoup d'encre. Et donc, du coup, nouveauté majeure qui est apparue en 2015, je disais, donc c'est une autre technologie que le Bitcoin, qui s'appelle Ethereum, qui a permis un apport très nouveau, ce qu'on appelle les smart contracts, qu'on pourrait traduire basiquement par contrat intelligent. Très concrètement, il s'agit en fait d'exécuter du code informatique de manière décentralisée, directement dans la blockchain. Pour être très concret, je vais plutôt vous donner des exemples d'utilisation de ces fameux smart contracts. Ces smart contracts, d'un seul coup, ils perdent la connexion au vidéoprojecteur. Ces smart contracts, ils permettent en fait de faire bien plus que de l'échange de crypto-monnaies, comme on pouvait le faire jusque-là. Ils permettent de gérer des droits de propriété, ils permettent de gérer des emprunts, on peut faire avec du e-commerce, du paiement, on peut faire de l'emprunt de pair à pair, on peut faire de la microfinance, mais on va aussi pouvoir gérer des données de santé, on va pouvoir gérer des droits de propriété, on va pouvoir gérer du vote, de la propriété intellectuelle, on va également pouvoir gérer beaucoup de choses autour de l'investissement, et ça c'est quelque chose de très nouveau et qui augmente très largement
les possibilités offertes jusque-là par la blockchain. Je vous ai retenu quelques exemples très différents qui vont vous permettre de vous donner une illustration. En premier lieu, un exemple qui s'appelle Civic, qui est une société qui a développé un système décentralisé fonctionnant sur la blockchain pour gérer l'identité numérique. Globalement, ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, la seule personne qui détient finalement toutes les informations d'identité, c'est vous-même. Vous êtes le seul à avoir vraiment vos cartes d'identité, toutes les informations sur vous. Si demain, une solution par la blockchain vous permettait d'envoyer ces informations d'identité et de garantir que vous en êtes bel et bien le propriétaire, eh bien, ça pourrait permettre de simplifier les solutions d'identité sans avoir à partager ces documents. Alors, je vais vous donner un exemple maintenant plus concret. Civic propose une application sur laquelle du coup vous pouvez directement donc entrer vos informations d'identité, envoyer par exemple une pièce d'identité ou déclarer votre âge, et ensuite n'importe quel utilisateur extérieur peut aller interroger Civic pour dire j'aimerais savoir si cette personne a telle ou telle caractéristique, sans forcément avoir accès aux documents. Et l'exemple concret, ils ont mis en place sur un salon un distributeur automatique de bière. Comme on est aux États-Unis, la bière, du coup, n'est accessible qu'à partir de 21 ans. Comment s'assurer dans un distributeur automatique que celui qui va venir demander sa canette a bel et bien 21 ans? Et bien du coup, avec le système de Civic, quand du coup un utilisateur s'approche du distributeur, il va simplement du coup s'authentifier avec son mobile et son profil Civic. Et du coup, le distributeur va pouvoir aller vérifier sur la blockchain que l'utilisateur a bien 21 ans. Le distributeur n'a pas besoin de vous demander votre carte d'identité et il n'aura jamais accès à vos informations privées. Il va juste pouvoir savoir, grâce à la blockchain, que vous avez bel et bien plus de 21 ans, mais il ne connaîtra même pas votre âge. Et pour autant, ça sera une information qui sera certifiée. Autre exemple qui est français celui-ci, c'est dans l'assurance, où du coup on a AXA qui a lancé un contrat d'assurance fonctionnant de manière complètement automatique, qui est en fait une assurance sur les retards de vol. L'utilisateur, concrètement, depuis son mobile, va dire je m'apprête à prendre tel vol. Il va donner les informations et je voudrais m'assurer de manière à ce que si mon vol a 2 heures de retard ou plus, je vais être indemnisé de manière conséquente. Et en fait, le système fonctionne de manière complètement décentralisée. C'est-à-dire que une fois la transaction enregistrée, une fois que vous avez déposé votre prime d'assurance dans le contrat, si jamais votre vol a du retard, le contrat va s'appuyer sur les données internationales correspondant à l'ensemble des vols et il va avoir l'information de est-ce que votre vol il a été en retard et si oui, de combien. Et si oui, il déclenchera automatiquement l'indemnisation. Il n'y a absolument personne derrière, aucun humain, qui n'interviendra plus sur la transaction. Elle va se faire sans que personne n'agisse dessus. Et parce que ça passe par un smart contract, vous avez l'absolue certitude d'être indemnisé selon les règles qui ont été définies au départ. Il ne peut pas y avoir au milieu une personne qui intervient pour dire « Ah ben non, finalement, il n'a pas droit à telle ou telle indemnisation ». Le système est totalement automatique. Alors, autre exemple, il se trouve que j'étais du coup là, cette semaine à Dubaï et pour un salon qui là, avait lieu là, ces derniers jours, le Future Blockchain Summit. Alors, il faut savoir que la ville de Dubaï aux Émirats est fan de blockchain et ils en ont fait un défi absolument majeur. Ils veulent être la première smart city au monde et donc ils déploient énormément d'argent et d'énergie pour pousser un maximum de startups à développer des technologies et des solutions autour de la blockchain. Ils ont une obsession en particulier, c'est ce qu'ils appellent le paperless. Eux, leur objectif et ce qu'ils veulent faire avec la blockchain, c'est désintermédier pour en fait rendre l'ensemble des solutions qui existent déjà aujourd'hui, notamment en termes d'administration, sans papier et beaucoup plus rapides. J'ai relevé notamment un ou deux exemples pour vous. Donc là, celle-ci, alors excusez-moi, du coup c'est petit et c'est soit, là c'est en anglais, ça va, mais j'en ai un autre, c'est en arabe. Là, en l'occurrence, on était sur une partie promotion immobilière, où ce qu'ils veulent faire à travers la partie blockchain, c'est faire en sorte de désintermédier toute la partie documentaire et administrative. Que du coup, vous puissiez bien plus facilement et bien plus rapidement devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison, dès le départ, dès sa conception, et que toute la partie achat de terrain si nécessaire ou achat de propriété se fasse de manière dématérialisée. À tel point même que ça va même vous donner la possibilité, en cours de route, alors même que votre appartement il n'est même pas encore fini, vous allez pouvoir le revendre si vous voulez. Chose qui n'est pas encore forcément possible à l'heure actuelle.
Un autre exemple, ça c'était du coup sur le stand de la police de Dubaï où il me présentait un cas d'usage qui est l'expatrié qui a perdu son passeport. Alors en fait, du coup, c'est la partie de droite qui explique aujourd'hui les 8 étapes nécessaires pour quelqu'un qui a perdu son passeport, où il détaille comment il doit signaler la perte, remplir dossier, ça passe par toutes les étapes, consulat, etc. Il y a beaucoup d'étapes avant que le passeport soit réémis. Et une des choses qui sera disponible d'ici quelques mois, c'est que grâce à la blockchain, tout passera plus qu'en 3 étapes et une personne qui a perdu son passeport devrait pouvoir s'en refaire faire un en l'espace de 12 heures. Voilà, ça fait partie des sujets qui vraiment importants qui travaillent. Alors, autre illustration maintenant, on a parlé tout à l'heure de finance, d'emprunt. Un sujet qui nous a concerné directement chez Dom Rider, c'est ce qu'on appelle les Initial Coin Offering. Très concrètement, c'est quelque chose qui a vraiment pris son envol en 2017 et qui est en fait une levée de fonds par l'émission d'une crypto-monnaie. Donc concrètement, Dom Rider a été amené à créer son propre jeton, le DRT, et à le vendre en échange d'autres crypto-monnaies qu'ensuite on a converties en euros. C'est quelque chose qui, du coup, a connu un gros essor. On a eu du coup des centaines d'ICO qui se sont lancés entre les toutes premières en 2000, les premières concrètes, ça a été 2015 surtout, et vraiment avec une grosse accélération en 2017, à tel point que du coup, on parle de 11 milliards de dollars qui ont été levés en l'espace de quelques mois, avec une forte accélération. Et du coup, nous, on a profité de cet engouement et du coup de l'émergence de ces technologies pour organiser la nôtre. On a été une des toutes premières sociétés françaises à faire une opération de ce type. Ça s'est déroulé du coup d'août à octobre 2017. Ça a monopolisé beaucoup de monde dans l'équipe, parce qu'il a fallu être présent à l'international. On a passé beaucoup de temps en déplacement à l'étranger. Mais ça nous a permis d'être la première ICO-française, on va dire autorisée, parce qu'on avait été voir vraiment l'AMF pour qui le sujet était très nouveau. Et surtout, chose très différente de ce qu'on trouve dans les levées de fonds classiques, ça nous a permis de rassembler des investisseurs venant de 115 pays différents. On a eu plus de 7000 personnes différentes qui ont participé à la levée de fonds et l'essentiel, plus de 70%, a été vendu à l'international. Donc, on touche du doigt quelque chose qui, grâce à la blockchain, permet un mode de financement nouveau. Aujourd'hui, entre-temps, les ICO sont un petit peu passés de mode, mais il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, qui s'appelle les STO. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais en tout cas, ça montre que la blockchain va amener des nouvelles solutions de financement de manière durable pour des entreprises jeunes ou moins jeunes. Le dernier exemple dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'exemple tout simplement du produit que nous, on développe au sein d'Auctionity, qui est Auctionity. On développe ce qui est en fait la première salle de vente aux enchères au monde décentralisée, c'est-à-dire fonctionnant grâce à la technologie blockchain. Pour ça, en fait, on utilise une des capacités dont on a parlé tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir transférer la propriété de quelque chose, un bien digital ou un bien physique, à travers un droit de propriété matérialisé par un jeton dans la blockchain. Pour donner une vision, peut-être un exemple un petit peu plus concret, peut-être vous avez dans votre jeunesse, pour les concernés, eu à un moment donné des cartes comme celle-ci, donc des cartes de jeu. Et finalement, ce qui caractérise ces cartes, c'est que aujourd'hui, quand vous les avez achetées chez votre buraliste ou dans un magasin, ensuite la carte, vous la possédez réellement. Et cette carte, vous pouvez l'utiliser pour jouer, mais vous pouvez aussi la revendre, la donner à quelqu'un. Vous pouvez vous en servir pour inventer vos propres règles. Et bien en fait, avec les biens tokenisés, c'est la même chose. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qui existait aujourd'hui en matière de biens numériques, dans lequel vous y restiez dépendant de celui qui vous l'avait vendu, avec la blockchain, vous en devenez véritablement le propriétaire. Si vous achetez un bien numérique grâce à la blockchain, vous allez pouvoir continuer de l'utiliser, le vendre, en faire ce que vous voulez, quand bien même son éditeur disparaîtrait. Un exemple concret, et ça a été un de ceux qui a le plus fait parler de lui, ce sont ces petits chatons tout mignons qu'on appelle du coup les CryptoKitties, qui ont été une des premières applications, et c'est pas vieux, de ces fameux NFT, de ces fameux jetons.
Ça peut faire sourire parce qu'en fin de compte, ça ressemble à une sorte de Tamagotchi version simplifiée. Mais au moment de son lancement, ça a suffi à congestionner directement le réseau Ethereum tant il y avait eu de transactions. Et dans la foulée, les gens se les sont échangés, se les sont vendus pour 25 millions de dollars en valorisant les petits chatons les plus rares en l'espace de quelques semaines. On a même eu du coup aux enchères des cas de ces fameux chatons qui se sont vendus jusqu'à l'équivalent de 175 000 dollars. Ça donne juste un petit aperçu de ce que demain on va pouvoir s'attendre à trouver dans ces échanges de cette nouvelle génération de biens virtuels. Donc rassurez-vous, ce n'est pas que des petits chatons à collectionner. On est en train de voir arriver beaucoup d'autres choses. Donc bien sûr dans le jeu vidéo, il y a beaucoup en ce moment de gens dans le jeu vidéo qui sont en train de travailler à tokeniser ces assets. On a même des gros en France, on a notamment Ubisoft qui travaille concrètement à proposer dans le futur des biens en fonction de ce type, mais on a aussi de l'art digital, encore à nouveau des titres de propriété, licences logicielles, on voit des choses arriver dans la publicité, dans les tickets de spectacle, les réservations, et même les paris. Un exemple tout récent, lors d'une dernière compétition de football, il y avait un éditeur qui vous proposait de faire un pari, de prendre un pari sur qui allait être le gagnant. Et en échange, il vous donnait du coup un fameux jeton qui matérialisait finalement ni plus ni moins que votre reçu de pari. Et en fait, au fur et à mesure que la compétition avançait, du coup, il y avait des paris qui se révélaient perdants immédiatement, mais au fur et à mesure que la compétition avançait, il y avait des paris qui commençaient à se rapprocher de plus en plus de la vérité. Et parce que du coup c'était tokenisé, eh bien, il y a eu un marché qui a commencé, un marché parallèle qui s'est mis en place de gens qui se revendaient leur reçu de pari. Parce que du coup, il avait pris de la valeur entre-temps, au fur et à mesure que la compétition avançait. Et ça, à part dans le monde physique, si vous donnez réellement un vrai reçu de pari à quelqu'un, ce n'était pas forcément possible jusque-là dans le digital. Et en fait, autour de ça, on est en train de voir tout un écosystème en train de se développer, avec du coup des places de marché, des wallets, c'est-à-dire des outils qui soient sur votre mobile ou des petites choses hardware vous permettant justement de stocker toutes ces fameuses choses virtuelles et des développeurs de produits. Et nous, donc, on travaille sur la partie enchère. Alors, je vous propose un tout petit exemple en vidéo pour vous représenter ce que c'est. Every technology can only exist through its applications. Imagine a place where traditional auctions meet innovation and entertainment. Where you can take part in auctions for many tokenized assets, enjoying the broadcast of your favorite live streamer. Another video, but until then, bye-bye. Where everyone can host the auction sale they wish and earn money for it. Where your community is at your fingertips, waiting for your next viral broadcast. Estamos aquí en este día espectacular para proponerles una Donidron Bedunia la marche. Et elle est pas chère. Et elle piece, and this will be gone in a few seconds. Where the world is an auction house. You can be ready for this prize. Come on, come on, come on! And it's done. The sword of God is sold for Where everyone can benefit from it all. Auctionity. Make the deal. Voilà, c'est une petite illustration de ce qu'on cherche à faire et en fait qui permet de se détacher des enchères traditionnelles avec quelques points particuliers. En fait, aujourd'hui, on a fait le constat que dans le monde des enchères traditionnelles, aujourd'hui, le succès d'une vente reposait exclusivement sur la promotion qu'en fait un commissaire-priseur et que finalement, une vente aux enchères, elle allait toucher essentiellement des gens de manière locale. Et nous, en fait, le système qu'on a imaginé, c'est de tirer parti de ce que permet la blockchain pour pouvoir faire une vente aux enchères qui en fait soit complètement globale, mondiale et qui fonctionne avec ses caractéristiques. Donc notamment le fait de ne passer par aucun point central, que du coup à tout moment un acheteur dans un pays puisse déposer son bien digital, les fameux CryptoKitties dont on a parlé tout à l'heure ou d'autres, directement dans un smart contract, ce qui fait que n'importe qui peut le voir, n'importe qui peut s'assurer qu'il est
exact, qu'il est réel, et il peut être sûr qu'il sera livré à la fin s'il le remporte. Et de la même façon, un acheteur, quelqu'un qui va vouloir enchérir, il va devoir déposer également sur smart contract son argent pour montrer que c'est quelque chose qui existe, qui est réel, et que du coup le vendeur soit sûr d'être payé. Alors, on a mis en place comme ça tout un système qui permet de s'assurer que du coup une enchère va être vérifiable à tout instant. Et puis également, on s'est assuré que du coup on allait pouvoir faire tout ça en temps réel, c'est-à-dire sans dépendre du temps de validation normal d'une blockchain, avec une technologie qu'on a développée qui est aujourd'hui brevetée. Et toute cette solution, elle est open source pour faciliter en fait l'intégration d'un maximum d'acteurs dans le monde qui vont pouvoir utiliser notre réseau, que ce soit avec notre nom ou avec un autre nom. Voilà, on a donc beaucoup développé d'aspects, on a un réseau qui à la base est gratuit, on a développé aussi tout un système communautaire qui du coup permet en fait à tous les participants qui le souhaitent de pouvoir promouvoir des ventes et du coup de pouvoir toucher en retour des commissions. Et enfin de pouvoir faire, c'est à l'illustration qu'on a vu un petit peu dans la vidéo, une partie aussi promotionnelle, de ne plus être limité à un commissaire-priseur, mais que chacun devant sa caméra chez lui puisse participer à l'animation d'une enchère dans sa langue et qu'il puisse y avoir comme ça pour un même objet potentiellement des dizaines, des centaines de commissaires-priseurs différents à différents endroits du monde qui animent une vente au même moment. Voilà, ça c'est pour l'illustration de ce qu'on fait ici, mais à travers tous ces exemples, il y a surtout en fait une chose que j'aimerais en fait vous transmettre, c'est le fait que blockchain, c'est une technologie. Mais finalement, ce qui compte, ça va véritablement en être les usages qu'il va y en avoir, ceux qu'on va voir arriver. Parce que l'adoption, elle va être mondiale. On a vu tout à l'heure, c'est vraiment un marché qui est en train d'avancer extrêmement vite. Et je pense que dans les mois qui viennent, on va commencer, pour le grand public, à en voir les applications concrètes, qui ne sont pas encore là aujourd'hui. Et selon toute vraisemblance, quand ça va arriver, vous ne saurez même pas forcément que vous êtes en train d'utiliser la blockchain. De la même façon que dans le monde d'Internet, vous utilisez Internet au quotidien sur vos mobiles, sur votre ordinateur. Ça fonctionne dans la plupart des cas avec le protocole HTTP. Je pense que si je vous demande comment ça fonctionne, il n'y a pas grand monde dans la salle qui va pouvoir me dire comment fonctionne le protocole HTTP. Et pourtant, vous le voyez parfois dans les adresses Internet et vous l'utilisez au quotidien. La blockchain, ça va être pareil. On est à l'aube de ce qui est objectivement une révolution technique et technologique. Ça va se faire dans le temps, ça va s'étaler sur des années et des années. Mais finalement, ça sera juste une technologie, c'est quelque chose de transparent. Ce qui va être important pour vous, c'est les usages. Rassurez-vous, je pense qu'il n'y a qu'une probabilité plutôt faible que vous ayez jamais à aller acheter votre baguette de pain en la payant en Bitcoin ou en Ether. Mais pourtant, vous serez très vraisemblablement amené prochainement à utiliser quand même des crypto-monnaies, mais qui pourront en fait être des équivalents de monnaie classique. On a longtemps parlé de la volatilité des crypto-monnaies, ce qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle par exemple les stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui correspondent et qui suivent exactement le cours d'une monnaie officielle. Donc un jour, vous aurez des crypto-euros ou des crypto-dollars, et finalement, vous ne saurez peut-être même pas que ça fonctionne de manière crypto. Mais c'est en train d'arriver, ça va arriver, et ça va impacter véritablement tous les business et tous les milieux. Parce que ce que ça permet de faire techniquement, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a un potentiel disruptif dans pratiquement tous les secteurs. Ça va notamment tirer en particulier valeur de tout ce qui touche à l'Internet de la confiance, l'économie des jetons, les applications et même l'Internet des objets. Parce que demain, ce fameux IoT, ces objets connectés, vont pouvoir eux-mêmes participer à des blockchains pour se transmettre de l'information sans avoir besoin de dépendre d'un réseau de manière plus globale. Bon voilà, j'espère vous avoir fait partager aujourd'hui du coup ma vision, la vision de ce qui nous attend pour le futur en matière de blockchain, en quoi ça va changer notre quotidien, et je reste à votre disposition pour des questions si vous en avez.